Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de livres et plus particulièrement des dernières lectures que j'ai faites et dont j'avais envie de vous parler ces derniers temps. Alors, contrairement à d'habitude où je propose 3 ouvrages, cette fois-ci je vais en proposer 4, tout simplement parce qu'il y en a 2 petits. Et c'est d'ailleurs par eux que je vais commencer. Tout d'abord, je vais vous parler d'un livre de Philippe Claudel qui s'appelle Le bruit des trousseaux. Je vous ai déjà parlé de Philippe Claudel l'année dernière, notamment pour La petite fille de Monsieur Lynn, et vous connaissez probablement également Le rapport Brodeck ou Les âmes grises. Ce livre est un récit autobiographique de moments sans ordre réel, du moins pas chronologique, de l'expérience de l'auteur en tant que professeur dans une prison. C'est un petit livre et pourtant il n'y a pas besoin de plus parce que tout simplement les émotions passent, on comprend ce que l'auteur veut nous dire. C'est très simple, ce sont des situations précises que l'on peut parfaitement imaginer lorsque l'on pense à la prison. On comprend et on plonge dans l'univers de l'auteur en tant que professeur, mais également en tant que témoin de la souffrance des élèves, du personnel pénitentiaire. Et pourtant ce n'est pas quelqu'un de sombre, de froid, de renfermé. On voit parfaitement qu'il a commencé ce travail parce qu'il avait envie d'aider, et il a aidé pendant de très nombreuses années, mais il est évident qu'on ressent le poids de la prison qui semble annihiler toute envie d'aller plus loin, toute envie de créer, de penser, de réfléchir, d'aller de l'avant. C'est un ouvrage pour tous qui est très humain avec les beautés, les faiblesses, les cruautés que cela implique. Les mots sont joliment posés et quel que soit l'avis que l'on puisse avoir sur la prison, il est toujours intéressant d'avoir le témoignage de quelqu'un qui y passe toutes ses journées. Ensuite, j'ai lu Les eaux troubles du Morito et autres belles raisons de vivre sur Terre, qui est la suite plus ou moins officielle de ce roman, donc qui s'appelle La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, voilà, qui a été publié il y a bien 20 ans. J'ai adoré ce livre que j'ai lu il y a bien 13 ans et donc j'étais très ravie de me replonger dans un univers similaire. Le concept de ces ouvrages est un petit peu particulier. Tout simplement, l'auteur, dans 2-3 pages, nous présente un souvenir tiré de son expérience personnelle où il partage un sentiment, une émotion, souvent quelque chose de positif auquel on peut facilement se rattacher parce que généralement on en a fait nous-mêmes l'expérience. Il propose en fait des petits moments de vie en quelques lignes et c'est un plaisir qui se consomme sans fin et en continu. Il y a tout de même une certaine différence avec le premier tome parce que bien évidemment 20 ans les séparent, donc les sujets abordés sont un petit peu différents. Alors là il est plus âgé, il est grand-père, il parle de son petit-fils, de son âge, du fait qu'il n'a à présent plus peur de danser en public lors d'un mariage. Et je me suis sentie un petit peu plus éloignée de ces souvenirs-là, tout simplement parce que je ne les connais pas. Et puis il faut tout de même avouer que moi j'ai toujours peur de danser en public lors d'un mariage. Il y a une sorte de gravité, je trouve, qu'il n'y avait pas dans le premier livre, ce qui moi me gêne un petit peu plus, parce que je préférais ce côté très léger, vraiment très positif du premier. Comme vous le comprenez, j'ai préféré le premier livre tout simplement parce que 13 ans après l'avoir lu, je ne l'ai pas relu depuis la fois où je l'ai lu, je m'en souviens encore. Je me souviens du fait qu'il parlait des petits pochons qu'on allait chercher à la boulangerie le dimanche dans lesquels il y avait des éclairs. Je sais même plus si ça existe, moi chez mon boulanger il n'y a plus ça, mais je sais qu'enfant j'allais chercher ça, j'étais hyper heureuse et on savait ce qu'il y avait dans ce petit triangle avec au bout de ce petit ruban. Ça m'avait hyper parlé et je pense que ce que j'ai lu là n'aura pas le même impact que ce que j'ai pu lire il y a 13 ans. Mais le plaisir de lecture demeure bien présent parce que c'est bien écrit, c'est maîtrisé et je trouve ça particulièrement difficile d'écrire de petits textes. Après quelques points négatifs, je trouve ce livre un petit peu cher pour la quantité qu'il y a. Ensuite, on ne peut nier qu'il y a un petit côté bobo dans ces écrits-là, ça c'est clair. Vous prenez ce que vous voulez, il y en a un, mais je répondrai à cela que si vous prenez du plaisir à lire quelque chose, peu importe. C'est ça l'important, c'est ça le principal. Alors si vous cherchez une lecture qui fait du bien, je vous le conseille, et notamment ce premier tome. Ensuite, un peu de fantaisie, j'ai l'intention de vous parler de Fils des Brumes, la saga de Brandon Sanderson, et plus particulièrement de son tome 1, L'Empire Ultime. J'ai lu le tome 2, que j'ai beaucoup apprécié, mais pour éviter de vous spoiler, je vais me concentrer uniquement sur le tome 1. Dans cette saga, l'auteur a créé un univers dans lequel les gens sont séparés selon différentes castes. Il y a les nobles et il y a les skas, qui sont les esclaves. Tout ce monde est gouverné par le seigneur maître qui contrôle tout et qui offre des privilèges aux nobles. Et Kelsier, notre personnage principal masculin, qui est une sorte de brigand, va décider de réunir toute une petite bande pour faire une révolution. Dans le but de cette révolution, il va rencontrer le personnage féminin principal qui s'appelle Vin.
peut-être Vine en anglais, moi je l'appelle Vine, je ne sais pas comment on dit, qui est une jeune fille de 16 ans qui n'a pas eu la vie facile. Et en plus de cela, on rajoute une dose de magie qu'en l'espèce on appelle allomancie, c'est-à-dire que c'est une magie tirée des métaux. C'est assez complexe. Comprenez tout simplement que grâce à des métaux, le fer et autres, certaines personnes, pas tous, mais nos personnages principaux le peuvent exercer de la magie. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Honnêtement, la fantasy pour moi c'est une sorte de doudou que je lis à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose de plus léger mais qui reste qualitatif. Je n'ai majoritairement que de bons points à exprimer. Tout d'abord, c'est un récit qui est très original tout en restant classique, c'est-à-dire qu'il reprend vraiment des traits propres à la fantasy. Il y a une histoire d'élus, il y a beaucoup de détails sur la façon dont les héros s'habillent. Ça c'est très Robert Jordan et on comprend que Sanderson ait réalisé la fin des romans de Robert Jordan. Bref, il reprend tous les éléments clés du genre mais en même temps il y apporte quelque chose de nouveau, vraiment ça touche. On sait que c'est du Brandon Sanderson. Les personnages sont vraiment très bons, l'héroïne est excellente. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une héroïne dans ce roman, parce que j'ai lu la version française, et concrètement, Fils des brumes, je me suis dit ça parle d'homme, et en réalité c'est une héroïne. Kelsier a une très grande place, hein, c'est le second héros de ce roman, mais pour moi c'est elle le personnage principal. Elle est vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir et en même temps elle demeure une jeune fille de 16 ans, donc c'est important d'avoir cet aspect-là parce qu'elle se retrouve face à des hommes beaucoup plus âgés, qui ont plus d'expérience, qui sont beaucoup plus durs aussi. Toute la bande autour d'eux se compose de personnages qui ont chacun des personnalités propres, on les reconnaît vraiment en quelques traits, quelques mots. Et puis comment ne pas aimer Kelsier, il a du bagou, il a du panache, il est optimiste, il est arrogant, c'est un super bon personnage, ce côté un peu brigand, méchant, gentil, vous voyez. Ça marchait très bien pour le roman Les Salauds gentilshommes, ce genre de personnage un peu gris en fait, et c'est ce qui marche de plus en plus dans la fantasy actuelle. On s'attache rapidement à ces personnages et également à cet univers qui, pour le coup, personnellement m'a vraiment beaucoup étonnée. Moi, cette histoire de magie avec des métaux et tout, ça commençait pas bien. J'ai eu quelques petites hésitations au début en me demandant où est-ce que je m'embarquais et finalement ça marche très bien. L'auteur arrive complètement à nous entraîner dans l'histoire et à rendre tout ça crédible. Et tout cela aide au fait que l'on entre très bien dans la lecture. Le travail est très bien fait par l'auteur. C'est simple, sans être simpliste, c'est accessible et compréhensible tout en restant construit, ce qui n'est pas chose aisée en fantasy. Ce n'est pas simple de faire croire au lecteur que tout ce qu'il lit est limpide et simple. J'ai également aimé le fait que l'on n'épargne pas trop au lecteur les détails un peu gore. Alors c'est plus édulcoré qu'un J.R.R. Martin, mais ce n'est pas non plus enfantin, ça c'est appréciable. Et d'ailleurs je pense que je détesterais voir une adaptation cinéma de ces choses-là, parce que voir les inquisiteurs avec leurs orbites perforées ou les spectres qui mangent des cadavres humains ou autres, ça m'appétit pas forcément. Finalement, dans ce que j'ai apprécié dans cette lecture, la fin, je l'ai trouvée très bonne, très réussie. Les 200 dernières pages se lisent très rapidement et très facilement. Alors certes, il y a plein d'éléments que l'on voit venir, que cela soit au fil des pages ou vraiment dès le début. Moi, il y a plusieurs éléments, honnêtement, dès les 50 premières pages, je savais comment ça allait finir. Mais c'est très bien mené. C'est très bien mené, même si je savais, j'étais heureuse de le lire. Et j'ai quand même eu quelques surprises, donc ça c'est intéressant. En ce qui concerne les points que j'ai un petit peu moins aimés, alors dans ce roman, et c'est assez général à Sanderson, je trouve, l'univers n'est pas non plus extrêmement développé. C'est-à-dire qu'il est construit, il est là, mais c'est un fait établi. Il n'y a pas toute une mythologie qui est partagée, qui est développée par l'auteur, comme ça peut être le cas pour Un Seigneur des Anneaux ou La Roue du Temps. Là, on se retrouve plongé dedans, c'est comme ça, et on avance, on sait pas trop où, mais l'intérêt d'avoir placé une jeune adolescente, Vin en l'espèce, c'est que on découvre l'histoire et le monde et l'univers à travers elle, donc forcément elle connaît pas forcément grand chose, et on découvre ce monde avec elle. Donc ça c'est intéressant d'avoir mis un personnage qui n'était pas forcément très au courant, très au fait de l'univers. Et un autre élément que j'ai un petit peu moins aimé est le fait que j'aurais préféré avoir plus de détails ou plus de développement dans certaines situations. Il y a vraiment des moments où l'auteur se permettait de faire des coupures nettes dans l'histoire sans développer. Moi ça m'a gênée parce que j'aime tout savoir, parce que quand j'aime quelque chose, je veux en avoir plus. Alors forcément il faut se rappeler que c'est un premier tome. Donc inévitablement on ne répond pas à toutes les questions et voire on en rajoute. Ce qui est vraiment le cas en l'espèce, c'est-à-dire qu'on a plus de questions à la fin qu'au début. Donc ça c'est tout à fait normal, c'est logique. Mais ça aurait pu être traité différemment, de façon peut-être un petit peu plus subtile. Parce que là on a vraiment l'impression que l'auteur nous dit ouh, je ne le dis pas, vous savez que je ne le dis pas, mais il y a quelque chose, mais comme je suis l'auteur, je dis ça quand je veux.
Et bon, c'est un peu frustrant. En conclusion, c'est une très bonne saga de fantasy qui respecte le travail des auteurs classiques tout en apportant une touche réellement personnelle qui se perçoit. Ce n'est pas ce que je préfère dans le genre, je suis vraiment très classique moi, mais honnêtement, j'ai vraiment hâte de finir la saga et de lire tous les autres livres de l'auteur. Et finalement, je vais terminer par la bande dessinée Un certain Cervantes de Christian Lax, qui est assez connu, notamment pour ses écrits se rapportant au cyclisme, il me semble. Je n'avais rien lu de lui, mais il m'a été conseillé par mon papa, qui est un dingue de BD, et il a une très bonne idée parce que j'ai adoré. Cet ouvrage parle de Mike Cervantes, un Américain qui porte le même nom que l'auteur espagnol de Don Quichotte, qui va décider de s'engager dans l'armée pour partir en Afghanistan en tant que GI. Il va y être capturé, torturé, amputé d'un bras, avant de revenir aux États-Unis. À noter qu'il s'agit d'un parallèle avec l'histoire de l'auteur Cervantes, qui lui-même a perdu sa main lors d'une bataille. Et ce parallèle va se faire tout au long du livre. On va voir à chaque fois la vie de Cervantes l'auteur et la vie de Cervantes l'américain, qui vont être liés par cette envie de combattre certaines idées, cette folie complètement démesurée, propre à Don Quichotte pour le coup. Le fait, on met en symétrie les États-Unis du XXIe siècle et l'Espagne du XVIe siècle. On aborde des sujets clés de l'actualité qui finalement sont toujours les mêmes sujets qui reviennent au fil des siècles, et c'est vraiment ce qu'on veut nous montrer en faisant ce parallèle. La surveillance à l'extrême pour protéger les individus, le fait que l'on soit tout le temps sous le regard de Big Brother, le retour des vétérans, le syndrome post-traumatique, la crise économique, le racisme, le handicap, l'amputation, l'immigration. Tout ça, ce sont des sujets qui reviennent et qui sont au cœur de ce récit et au cœur de ce road trip, parce qu'il y a un moment, Mike va vraiment claquer la porte à sa vie et va décider de partir, d'aller combattre pour ses idées, auxquelles on se rattache particulièrement parce qu'il y a un réel côté anti-héros dans Mike. Hein. Il est assez exécrable, il est violent. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a envie vraiment de connaître, mais en même temps, on l'admire. Cela donne vraiment un côté assez tendre à cet ouvrage. On a terriblement envie de le rejoindre. La problématique est complètement similaire à Don Quichotte, le roman, tout simplement parce que la pensée est too much, elle est extrême, elle est trop tout, mais elle est également libre et réfléchie. Pour ce qui est de la forme, je l'ai trouvé sublime. Il y a un superbe travail de colorisation. Même si on a l'impression que c'est du noir et blanc, c'est pas vraiment du noir et blanc. Il y a des parties plus foncées hein, quand on est avec Don Quichotte. Là, c'est du parti très gris quand on est avec Mike. Je ne sais pas si vous le voyez d'ici, je pense, mais à chaque fois qu'on voit Cervantes, il est dans une sorte de rose un petit peu rouge. Donc c'est passionnant parce que il se parle en fait. C'est comme si l'un était l'ancêtre de l'autre. Ils se parlent, ils communiquent, voilà. C'est un peu mystique, un peu drogué. Ça ne sert à rien de vous en dire plus parce que c'est vraiment une expérience en soi cet ouvrage. Je vous le recommande vraiment, mais vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces ouvrages si vous les avez lus. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Au revoir. Je vais aborder le tome 4 de Millennium de David Lagercrantz, qui est la suite de la trilogie, je n'en ai pris que 2 pour raison de poids, de Stieg Larsson, qui est très populaire. Vous l'avez peut-être déjà lu.